which is an extraordinary, marvelous place. And he's going to talk about, I believe you're going to talk in French. Yes, you are. But the title is in English, so those of you who haven't read it, it's The Stone and the Compass. The Company of the Humanity of the Stonemasons of Tours, cross paths between compagnonnage, mutualism, that's new to me, and Freemasonry. Welcome, thank you. Thank you. Je vais arrêter ça. En réalité, donc, je vais ce soir vous présenter deux conférences enchaînées l'une à l'autre. Une première qui s'intitule « La Société de l'Humanité des Tailleurs de Pierre de Tours », donc, qui est à la croisée des chemins entre mutualisme, compagnonnage et franc-maçonnerie. Et puis une seconde donc, qui s'intitule « La pierre et le compas », qui sera davantage consacrée donc, aux racines iconographiques, aux racines du symbolisme maçonnique. L'iconographie vient très fréquemment au secours de l'histoire des compagnonnages, qui reste donc un sujet extrêmement mal documenté, notamment pour tout ce qui précède le milieu du XIXe siècle, et qui est également un sujet donc, qui est en déficit de chercheurs, puisque nous sommes à peine une poignée à travailler de manière un petit peu assidue sur ce sujet. Donc, ma première conférence va être consacrée donc, à un document extrêmement intéressant. Alors, je vais tester le fonctionnement. Voilà. Donc, ce document qui va servir de support à ma communication m'est venu entre les mains il y a 6 ans, suite à un achat effectué sur un célèbre site internet de vente aux enchères, par le biais de l'une des alertes que j'y avais enregistrées, en l'occurrence tout ce qui était relatif aux tailleurs de pierre. Paul Rich, tout à l'heure, évoquait les territoires nouveaux d'exploration, les outils nouveaux d'exploration qu'apporte le numérique. Eh bien, justement, j'utilise également quelquefois le biais des alertes sur les sites aux enchères pour faire remonter de l'information. Donc, ce document est absolument exceptionnel puisque non seulement il s'agit du seul exemplaire actuellement répertorié, mais aussi parce que jusqu'à nouvel avis, il s'agit du seul document attestant de l'existence de cette Société de l'Humanité des Tailleurs de Pierre, une association professionnelle à caractère mutualiste de Tours, ville qu'il est inutile de situer pour le public français, mais dont il est peut-être nécessaire de préciser pour le public étranger qu'elle se situe au centre de la France, au cœur de la vallée de la Loire, dans une région emblématique de l'histoire et de la culture française. Il s'agit d'un diplôme délivré le 10 mai 1835 à François Pêche, né à Tours le 1er octobre 1806 et âgé de 28 ans. Diplôme donc délivré à l'occasion de ses 10 ans d'appartenance à cette société. Ce document est d'assez grand format, 49 par 62 cm et demi au trait d'encadrement, soit à peu de choses près le format dit raisin d'une feuille de papier dessin classique. Il a été imprimé, ainsi qu'il est mentionné en tout petit caractère en bas à droite, par la lithographie de Chaliès, rue Royale à Tours. Son état de conservation est assez correct et je vous propose d'en faire tout d'abord une rapide description en projetant quelques vues rapprochées afin d'en apprécier les détails. Nous reviendrons ensuite sur les éléments principaux afin de les analyser et de montrer en quoi ce document exceptionnel de par sa rareté l'est également du fait qu'il se situe à l'exacte croisée des chemins entre le mutualisme, le compagnonnage et la franc-maçonnerie. On va balayer donc quelques vues plus rapprochées. Voilà. Et je vais revenir ensuite sur chacun des éléments qui composent ce document. Voilà. L'ensemble se présente sous l'aspect d'une sorte de temple constitué d'un grand portique central avec 2 colonnes cannelées sur piédestal et surmontées d'un chapiteau ionique, portique dont l'ouverture sert de cadre à un emblème et à un long texte avec le titre « Morale ».
Il est encadré de 2 portiques plus petits, d'ordre dorique, contenant des niches dans lesquelles sont des statues. Ces 2 portiques latéraux sont surmontés de statues représentant, en miroir, des génies ailés. Alors, au-dessus de la corniche, au-dessus de la corniche, tout en haut du portique central, un petit mur en acrotère porte le titre « Société de l'humanité ». Sous la corniche, au-dessus de l'architrave, l'emplacement dévolu habituellement à la frise porte en son centre 2 cœurs enflammés et accolés, symbole bien connu de l'amour fraternel, encadré par ces sentences « Qui donne, reçoit, et qui fait le bien connaît le bonheur ». L'arc en plein cintre du portique sert de cadre à un emblème, le compas et l'équerre entrecroisés, avec un œil rayonnant en leur centre, et, disposé en arc de cercle, le texte suivant, entouré de 2 rameaux de mimosa, donc le véritable acacia biblique, « Nul sociétaire n'obtiendra de cachet qu'après 10 ans de société, si la société le juge à propos. » Juste en dessous se trouve, dans un style calligraphique très ornementé, le titre « Moral » qui surmonte l'assez long texte ainsi qualifié, soigneusement calligraphié en lettres anglaises, qui occupe tout le restant de l'ouverture du portique. Je reviendrai longuement dans un instant sur le texte de cette morale. Donc, le portique de gauche encadre une niche dans laquelle se trouve une statue de la vertu, clairement désignée comme telle par le titre au-dessus de l'architrave. Elle est figurée par une femme vêtue à l'antique, tenant en sa main droite un livre fermé, tandis qu'une couronne de laurier est à ses pieds. Le portique de droite encadre une niche dans laquelle se trouve une statue de la sagesse, elle aussi clairement désignée par le titre la surmontant. Elle est figurée par Minerve, portant le casque, la cuirasse, le bouclier et la lance. Les génies ailés surmontant ces portiques sont posés sur une boule et portent tous les 2 une longue trompette, posée le pavillon sur l'épaule, et une couronne de laurier à bout de bras droit. En dessous de ces figurations, tout le bas du diplôme est occupé par un texte en partie imprimé, en partie manuscrit. « Nous, membres de la Société de l'Humanité des tailleurs de pierre de la ville de Tours, certifions que le nommé Pêche François, âgé de 28 ans, né à Tours le 1er octobre 1806, appartient à la dite société. Nous lui avons délivré le présent certificat comme un témoignage du contentement que nous avons éprouvé de sa bonne conduite et de son exactitude dans la société, fait à Tours le 10 mai 1835. S'ensuivent les signatures de 11 personnes, relativement aisées à déchiffrer, mais dont l'écriture est quelquefois un peu hésitante. Nous verrons d'ailleurs que l'orthographe des patronymes n'est pas toujours rigoureuse. Donc voici ces 11 noms: Guérien, Bourgault, Bonneau, Bourdier, Noêtre, Tubert, Bataille, Dudouis, Mailleux, Gozarin et Saunier. Comme déjà précisé, une mention se trouve juste en dessous du filet d'encadrement et indique le nom de l'imprimeur, la lithographie de Chaliès, rue Royale, numéro 33, à Tours. Enfin, on remarquera, apposé sur le piédestal de la colonne de gauche du portique central, un cachet humide portant en son centre un compas et une équerre entrecroisés autour d'un œil, non rayonnant cette fois, et sur la couronne les mentions séparées, Société de l'Humanité et Tours. Sur le piédestal de la colonne de droite, une mention manuscrite précise « Délivrer le présent cachet ci-après avec l'approbation de la Société ». Donc il s'agit bien évidemment du cachet attribué au bout de 10 ans de cotisation, ainsi qu'évoqué, nous l'avons vu, dans le texte figurant au-dessus du compas, de l'équerre et de l'œil rayonnant. Donc reprenons maintenant une partie de ces éléments pour en faire une analyse plus détaillée. Je suis allé trop vite. Voilà. Le terme de société de l'humanité est attesté à plusieurs reprises et en plusieurs lieux depuis la Révolution de 1789 pour désigner des sociétés mutualistes. On voit ainsi une société de l'humanité des farines, formée en 1797 à Paris,
par les Forts des Halles et diverses professions, ou encore une société de l'humanité fondée à Montpellier le 15 Messidor de l'an 5. Tout au long du XIXe siècle, d'autres sociétés de l'humanité seront fondées dans diverses villes de France, toutes à caractère mutualiste, mais avec des objectifs très diversifiés. Par exemple, celle de Lille, qui constituée en mai 1848, avec entre une vingtaine de travailleurs, avait pour objet de centraliser les petits achats des pauvres, notamment en denrées alimentaires, afin de les faire bénéficier des remises et rabais qu'obtenaient les riches et les entreprises en achetant en gros. L'idée générale et généreuse transpire suffisamment du titre même, l'humanité, ou quelquefois des amis de l'humanité, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'expliquer davantage. Si cette appellation ne pose aucun problème, il faut toutefois souligner que ce document constitue pour l'instant la seule trace, à ma connaissance, de cette mutuelle tourangelle. L'histoire de la mutualité en Indre-et-Loire débute assez tôt au XIXe siècle. La première mutuelle recensée dans ce département est celle des ouvriers tanneurs de Château-Renaud en 1824. Depuis 6 ans, par le biais des réseaux sociaux et de forums Internet, j'ai lancé plusieurs avis de recherche à propos de la Société de l'Humanité des tailleurs de pierre de Tours, mais aucune indication n'est remontée pour l'instant jusqu'à moi. Il est possible qu'elle n'ait eu qu'une existence assez brève, disparaissant ou se fondant dans une association plus importante. On doit toutefois souligner que le fait même de pouvoir imprimer un tel certificat, accordé d'après ses propres termes au bout de 10 ans de cotisation, montre qu'elle n'était toutefois pas un mouvement insignifiant. Les 11 signataires représentaient-ils tous ses membres actifs et anciens, ou bien n'était-il qu'une sorte de conseil d'administration? Sans autres ressources archivistiques, il est difficile de formuler une hypothèse. On notera simplement qu'à cette époque, le nombre de tailleurs de pierre installés dans une ville comme Tours était évidemment plus important, sans compter les itinérants qui étaient plus ou moins organisés en compagnonnage. Mais tous les sédentaires n'étaient évidemment pas encore touchés par le désir de participer au mouvement mutualiste qui demandait une discipline et des sacrifices auxquels les plus fragiles des ouvriers n'étaient pas disposés. Une piste de recherche obligée nous est bien évidemment offerte par les signataires de ce certificat. Qui étaient-ils? Pouvons-nous trouver quelques informations complémentaires par leur intermédiaire? Les outils offerts par le développement des recherches généalogiques peuvent-ils nous aider? Occupons-nous tout d'abord du détenteur de ce certificat, François Pêche, âgé de 28 ans et né le 1er octobre 1806. La recherche généalogique via Internet n'a produit absolument aucun résultat, tout en attestant du fait que ce nom de famille est relativement fréquent en Touraine. D'après mon ami Laurent Bastard, directeur du musée du compagnonnage de Tours, qui a très gentiment effectué quelques recherches dans les registres d'état civil locaux, il s'agirait en réalité de Mathurin François Pêche, né le 13 Pluviose en 11, donc le 2 février 1803, d'un père maçon. Ce serait non seulement l'année qui ne correspondrait pas, mais aussi le jour et le mois. Il me semble donc plus probable de considérer que les indications fournies par le diplôme sont justes, mais que les données d'état civil sont incomplètes, certains registres pouvant avoir été perdus. Pour les autres signataires, l'absence des prénoms rend la tâche difficile et surtout incertaine. De ce fait, je ne suis pas parvenu à en identifier beaucoup avec certitude. Alors, dans le cadre de cet exposé oral, je résumerai. 6 parmi les 11 sont identifiés, dont seulement 2 avec une absolue certitude. Dans la version imprimée de ce travail, qui, je pense, sera publiée par la revue Renaissance traditionnelle, vous retrouverez bien sûr toutes les indications et sources. Les signataires sont à peu près identifiés, se situent dans une fourchette d'âge comprise entre 23 et 37 ans. La question de l'âge des signataires est importante car cela illustre qu'il s'agit plutôt d'une association d'ouvriers sédentaires ou sédentarisés, les compagnons itinérants étant généralement jeunes et ne résidant que quelques mois dans une ville. Or, l'attribution de ce certificat marque, par l'apposition d'un cachet, 10 années de cotisation et de participation assidue à l'association. Donc, la date
à laquelle ce certificat a été attribué est d'après donc une unique mention manuscrite le 10 mai 1835. Au regard de tous les problèmes posés, nous le verrons dans un instant, par la source du texte de la morale, la question se pose évidemment de savoir si cette lecture de la date est correcte. En l'occurrence, le graphisme du 5 final, très elliptique, pourrait aussi être celui d'un 9. Dans ce cas, cette morale serait alors tout simplement une adaptation d'un texte que l'on connaît pour une date ultérieure, donc en l'occurrence janvier 1838. Resterait quand même à savoir par quel biais, moins d'un an et demi plus tard, des ouvriers tailleurs de pierre tourangeaux auraient pu en avoir connaissance et décider d'en faire le cœur de leur doctrine humaniste et mutualiste. Le vendredi 10 mai 1839 étant le lendemain de l'Ascension, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire, fête traditionnelle des tailleurs de pierre et jour chômé, ce qui explique que malheureusement d'ailleurs le nombre de compagnons tailleurs de pierre présents aujourd'hui est quasi inexistant, il ne serait pas impossible que ce certificat ait été décerné à l'occasion d'une réunion tenue ce jour-là, qui n'était toutefois pas chômée à cette époque, les ponts n'existant pas encore. Je serais tenté d'ajouter en guise de boutade, même pour les hommes du bâtiment. Mais cette prudente interrogation ne résiste cependant pas à la confrontation avec un autre élément de datation, celui de l'âge du récipiendaire lors de l'attribution, puisque né le 1er octobre 1806, il est bien indiqué qu'il est alors âgé de 28 ans, ce qui est parfaitement conforme à la date donc, du 10 mai 1835. Jour qui, au demeurant, se trouve être un dimanche, donc un jour de repos, et c'est le jour habituel de réunion des associations à cette époque. On sait par exemple que les compagnons tailleurs de pierre des deux rites, passant comme étrangers, avaient pour usage de se réunir en assemblée mensuelle tous les premiers dimanches du mois. Il nous faut donc tenir pour parfaitement authentique cette date du 10 mai 1835, donc qui est un terminus antequem. Ce document a été imprimé. Alors, essayons de passer à la fixation d'un terminus postquem. Le dictionnaire des lithographes imprimeurs du XIXe siècle nous apprend que le lithographe qui a réalisé ce diplôme, Jean-Baptiste Chaliès, né le 21 juillet 1806 à Saint-Genier, en Aveyron, a débuté son activité le 9 novembre 1833, c'est très précis, et qu'il l'a cessé le 23 juin 1843. Donc notre diplôme a nécessairement été imprimé entre le 9 novembre 1833 et le 10 mai 1835, jour de son attribution. Donc c'est en regard de cette fourchette de date que maintenant nous allons rechercher la source première du texte de sa morale. Alors notons au passage que d'après le fichier Bossu, un dénommé Chaliès exposa les idées fourriéristes devant la loge Les Enfants de la Loire à Lorient de Tours dans les années 1840. Il est assez probable, au vu de l'engagement de Jean-Baptiste Chaliès dans le courant mutualiste, attesté par d'autres réalisations, qu'il s'agit du même personnage. Donc venons-en maintenant au cœur de ce document, la morale, c'est-à-dire le texte qui en occupe toute la partie centrale et dont la mise en scène architecturale dit assez bien toute l'importance. En voici brièvement le texte à l'écran, en français, et pendant que j'en donnerai la lecture, je projetterai sa traduction en anglais, en espérant qu'elle ne soit pas trop fautive, afin d'en faciliter la compréhension à mes auditeurs anglophones. Adore la vertu, aime ton prochain, ne fais point de mal, fais du bien, laisse parler les hommes. Le vrai culte de la vertu consiste dans les bonnes mœurs. Fais donc le bien pour l'amour du bien lui-même. Tiens toujours ton âme dans un état assez pur pour paraître dignement devant Dieu. Aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants, mais ne hais personne. Parle sobrement avec les grands, prudemment avec tes égaux, sincèrement avec tes amis, doucement avec les petits, tendrement avec les pauvres. Ne flatte point ton frère, c'est une trahison. Si ton frère te flatte, crains qu'il ne te corrompe. Écoute toujours la voix de ta conscience. Évite les querelles, préviens les insultes, mets toujours la raison de ton côté.
respecte les femmes, n'abuse jamais de leur faiblesse et meurt plutôt que les déshonorer. Si Dieu te donne un fils, remercie-le, mais tremble sur le dépôt qu'il te confie. Sois pour cet enfant l'image de la divinité, fais que jusqu'à 10 ans il te craigne, que jusqu'à 20 il t'aime, que jusqu'à la mort il te respecte, jusqu'à 10 ans sois son maître, jusqu'à 20 ans son frère, jusqu'à la mort son ami. Pense à lui donner de bons principes plutôt que de belles manières, qu'il te doive une droiture éclairée et non pas une frivole élégance. Fais-le honnête homme plutôt qu'habile homme. Si tu rougis de ton état, cet orgueil, songe que ce n'est pas la place qui t'honore ou te dégrade, mais la façon dont tu l'exerces. Lis et profite, vois et imite, réfléchis et travaille, rapporte tout à l'utilité de ta famille et de la société. C'est travailler pour toi-même. Sois content partout, de tout et avec tout. Courrouce-toi contre l'iniquité. Souffre sans te plaindre. Ne juge pas légèrement les actions des hommes, ne blâme point et loue encore moins. C'est à la vertu qui sonde les cœurs à apprécier ton ouvrage. Nous sommes là face à un texte d'une portée morale à laquelle des ouvriers et plus généralement les hommes des années 1830 ne pouvaient guère manquer d'adhérer. Mais d'où vient cette morale? Qui l'a rédigée? Car il semble ne faire aucun doute que son style n'est assez probablement pas celui d'ouvrier, fût-il des tailleurs de pierre, dont on sait, je l'ai montré dans d'autres travaux, et notamment ici il y a 2 ans, que le niveau culturel était assez nettement au-dessus de la moyenne, notamment s'ils étaient compagnons. Tous les maçons francophones auront immédiatement reconnu, dans les grandes lignes de ces préceptes moraux, un texte largement répandu durant la seconde moitié du XIXe siècle, le Code maçonnique. En voici un exemplaire enluminé datant de vers 1880, tel qu'on en rencontre encore justement des exemples suspendus au mur de mains locaux maçonniques. Nous allons voir que les différences entre nos 2 textes sont quasi inexistantes. Juste défiler 2 gros plans pour apprécier. C'est là, donc la question qui se pose tout aussitôt, c'est de savoir de quand date ce code maçonnique. C'est là que notre document tourangeau de 1835 devient une pierre d'achoppement. La plus ancienne attestation que j'ai pu retrouver de ce texte date en effet de 1838, 3 ans plus tard. Il s'agit en fait des préceptes maçonniques qui ont été rendus publics le 22 mars, semble-t-il, lors de la fête de l'ordre, au revers d'une médaille frappée par le Grand Orient de Belgique en réponse à la condamnation de la franc-maçonnerie par l'épiscopat belge en décembre 1837. Alors, voici donc le texte. Voilà, donc la condamnation de l'épiscopat qui a été largement diffusée par la publication dans les journaux catholiques de Belgique. Et pour le côté artistique de la chose, voici le revers de cette très belle médaille gravée par le frère Hart et mesurant seulement 5 cm de diamètre. Donc, je vous laisse apprécier la qualité du travail de typographie pour mettre ce long texte donc, sur son avers. Alors, même si ce n'est pas l'objet de cette étude, il est difficile de ne pas évoquer donc, cette belle médaille qui représente un serpent mordant une lime avec la légende « La maçonnerie vivra, Dieu le veut ». Le serpent est ici l'allégorie de l'Église de Belgique s'attaquant inutilement à la franc-maçonnerie, représentée par la lime. C'est un thème sans doute inspiré d'une fable de Jean de La Fontaine, Le serpent et la lime, qui forme donc la 16e fable de son livre 5, et comme très souvent chez La Fontaine, ses sources se trouvent en fait chez les fabulistes de l'Antiquité, en l'occurrence chez Ésope et chez Phèdre, qui tous les deux ont écrit une fable intitulée « La vipère et la lime ». En 1675, Charles Perrault publiait Le Labyrinthe de Versailles,
un ouvrage décrivant cette partie des jardins de Versailles, et notamment ces 38 fontaines inspirées par les fables d'Ésope. L'image projetée provient d'un exemplaire précieux ayant appartenu à Louis XIV, illustré d'après les gravures de Sébastien Leclerc et ici richement enluminé par le peintre Jacques Bailly. Mais revenons, après cette digression, à la raison pour laquelle j'ai évoqué cette médaille du Grand Orient de Belgique, les préceptes maçonniques. Le texte de la morale des tailleurs de pierre tourangeaux est très proche de celui des préceptes, tel que publié par le Grand Orient de Belgique en 1838, mais il présente néanmoins quelques variantes. Donc, vous verrez, donc, dans ce tableau, j'imagine qu'il est très difficile de le lire depuis la salle, donc il y a simplement 2 paragraphes qui sont absents, mais pour le reste, donc, la première nuance était importante. Il n'est fait nulle mention dans la morale du grand architecte de l'univers, qui est une expression typiquement maçonnique à cette époque. Ainsi, dès la première ligne, alors que les préceptes disent « adore le grand architecte de l'univers », les tailleurs de pierre disent plus simplement « adore la vertu ». Plus loin, alors que les préceptes évoquent ce en quoi consiste, j'ouvre les guillemets, le culte le plus agréable au grand architecte de l'univers, à savoir la pratique des bonnes mœurs et la pratique de toutes les vertus, la morale dit plus sobrement que le vrai culte de la vertu consiste dans les bonnes mœurs. Un peu plus loin, alors que les tailleurs de pierre recommandent de maintenir son âme dans un état assez pur pour paraître dignement devant Dieu, les maçons précisent « devant le grand architecte qui est Dieu ». Cette identité est à nouveau posée dans le long paragraphe touchant au Fils donné, par Dieu pour les tailleurs de pierre tourangeaux de 1835, par le grand architecte pour les maçons belges de 1838. Enfin, dans le paragraphe final, nous retrouvons mention de la vertu qui sonde les cœurs pour les tailleurs de pierre et du grand architecte de l'univers pour les francs-maçons. Donc, voici les 2 paragraphes entiers consécutifs qui n'apparaissent pas dans le texte de la morale. Sois le père des pauvres, chaque soupir que ta dureté leur arrachera augmentera le nombre de malédictions qui tomberont sur ta tête, et respecte l'étranger voyageur, aide-le, sa personne est sacrée pour toi. Alors, s'agit-il d'une omission par le copiste ou bien d'un choix délibéré? En admettant que le texte de la société, de la morale, donc de la Société de l'Humanité des tailleurs de pierre de Tours, emprunte à une source maçonnique commune, il me semble que c'est plus probablement un choix basé sur le non-sens qu'offre pour eux le premier de ces paragraphes. Nos tailleurs de pierre sont déjà en quelque sorte des pauvres, entre guillemets, c'est-à-dire de simples ouvriers souffrant sous la dureté de patrons ou de modestes artisans, donc sous le joug de leurs riches commanditaires. Pour sa part, le second de ces paragraphes peut faire référence aux compagnons passants ou étrangers, et si on admet que cette société mutualiste est le prolongement, nous le verrons tout à l'heure, d'une société compagnonique, a fortiori d'ailleurs du rite des compagnons étrangers tailleurs de pierre, il y a là un précepte inutile puisque redondant vis-à-vis des règles du devoir. Enfin, une dernière différence qui traduit assez bien l'état d'esprit mutualiste. Dans l'article relatif au travail, un peu avant la fin, la morale dit très concrètement « rapporte tout à l'utilité de ta famille et de la société », lorsque les préceptes maçonniques disent « à l'utilité de tes frères ». Pour faire bonne mesure en ce qui concerne la comparaison des textes, on notera que la nouvelle version donnée en 1879 des préceptes maçonniques par le Grand Orient de Belgique, dont le grand architecte de l'univers est bien évidemment tout à coup absent, et où chaque précepte est numéroté, cette nouvelle version donc présente un point commun avec la morale de 1835, tout en différent des préceptes de 1838. Là où ces derniers disaient que le culte le plus agréable au grand architecte de l'univers consiste dans les bonnes mœurs et dans la pratique de toutes les vertus, la version de 1879 dit plus simplement, exactement comme la morale, que le vrai culte consiste dans les bonnes mœurs, tout en précisant, en plus, dans la pratique des vertus. Cette légère différence peut-elle donner à penser que les rédacteurs de la version de 1879 se sont référés à une source primitive identique ou similaire à celle de la morale? Faute de documents, cela reste difficile à affirmer.
télécommande est très sensible. Ça ne veut pas. Je voudrais bien m'excuser, mais j'ai de la peine à retrouver le fil. Voilà. D'où les francs-maçons belges tenaient-ils ces préceptes? Les avaient-ils eux-mêmes composés? C'est assez peu probable puisque notre document Tourangeau de 1835 atteste de toutes les façons d'une version plus ancienne. Un seul auteur semble s'être soucié de cette origine. Il s'agit de Hubert de Thiers dans L'Église et le Temple, approche de la franc-maçonnerie, donc publié à Bruxelles en 1976. L'auteur évoque les préceptes maçonniques en disant qu'ils figurent au revers donc d'une médaille, la médaille que nous venons de voir, et qu'ils ont été empruntés, donc j'ouvre les guillemets, à une loge allemande du XVIIIe siècle à qui ils appartenaient en propre par des frères visiteurs venus de nos régions. Et il ajoute, sans malheureusement indiquer de source plus précise pour ce qui est de la source germanique, cette évidence qui ne nous avance guère, on a souligné avec raison leur accord avec bon nombre de textes bibliques. Je ne suis pas parvenu à trouver trace de tels préceptes dans la maçonnerie allemande, ou vraiment donc dans une traduction littérale, mais c'est sans doute une exploration qui mériterait sans aucun doute donc de meilleures compétences que les miennes. Je me demande toutefois si en lieu et place d'une source réelle et précise de cette formulation des préceptes, dont l'auteur ne parle peut-être que par ouï-dire, il ne s'agirait pas plutôt d'une allusion plus générale à un substrat à caractère spiritualiste que l'on retrouve dans des publications ayant connu à la fin du XVIIIe siècle une diffusion significative, donc les règles maçonniques, voilà, dont se seraient inspirés le ou les rédacteurs des préceptes. S'il ne s'agit pas de formulations aussi lapidaires comme dans les préceptes, il s'agit toutefois de considérations à portée morale et spirituelle directement comparables dans leur thématique à ces derniers. Or, la première règle à avoir été ainsi publiée en 1782 est celle à l'usage des loges rectifiées, arrêtée donc au convent général de Wilhelmsbad. Ne serait-ce pas là, tout simplement, la loge allemande, entre guillemets, à laquelle fait allusion la tradition rapportée par Hubert de Thiers? Ce type de règle a rapidement été repris par les autres rites en formation, ainsi qu'en témoigne par exemple cette règle maçonnique à l'usage des loges régulières françaises et écossaises, imprimée en 1785 par la Mère-Loge écossaise d'Avignon. Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins qu'entre cette possible source d'inspiration et le texte des préceptes de 1838, il existe obligatoirement une rédaction actuellement inconnue, mais dont témoigne, en dehors du monde maçonnique, la morale des tailleurs de pierre Tourangeau de 1835. Il est assez probable que ce texte ait tout simplement intégré à une publication plus générale, ce qui expliquerait qu'il soit passé sous le radar de mes recherches via les outils numériques. Revenons maintenant sur l'aspect compagnonique de ce document. Quelle que soit l'origine maçonnique première du texte de la morale, la question du lien de ce certificat mutualiste avec le compagnonnage se pose. Car si ces tailleurs de pierre sont des ouvriers sédentaires, il n'est pas à exclure qu'ils n'aient pas aussi été, plus jeunes, des itinérants sur le Tour de France. La présence compagnonique dans ce métier est très forte et la Touraine fait par ailleurs partie des territoires qui, dans ce métier, aujourd'hui encore, sont des viviers compagnoniques de première importance. Il est en fait assez probable qu'à défaut d'avoir eux-mêmes été reçus compagnons, une partie des signataires était assez bien informée des pratiques compagnoniques en matière de secours mutuel. Rappelons en effet que les compagnonnages étaient justement fondés sur la solidarité mutuelle et offraient à leurs membres divers secours en cas de besoin, qu'il s'agisse de trouver une embauche ou au contraire de devoir passer son chemin faute de travail, ou encore, dans une moindre mesure,
faute de caisses de secours suffisamment riches de faire face à la maladie. C'était d'ailleurs la principale raison d'entrer dans ces organisations pour nombre de leurs membres, le perfectionnement professionnel et le goût de l'aventure n'étant finalement que d'heureuses conséquences et non la motivation principale. Notre vision contemporaine, quelque peu romantique du compagnonnage, la chevalerie errante de l'artisan, selon la belle formule de George Sand, tend à nous faire oublier le plus souvent que ces artisans voyageaient non pas par choix, mais par nécessité. Quant au charme de l'initiation, c'était quelque chose d'assez éloigné de leurs préoccupations. Il faut attendre en fait le milieu du XIXe siècle pour voir des compagnons s'obséder quelque peu, et tout autant que les francs-maçons finalement, à la question donc des rites et des symboles, à la suite de la lecture d'ailleurs d'ouvrages maçonniques. Je pense que d'ici la fin du diaporama, j'aurai trouvé le bon réflexe pour le pouce. À défaut de faire explicitement mention des compagnons passants ou étrangers, les deux principaux rites existants à cette époque dans le métier, ou de l'une des scissions des étrangers apparaissant justement à cette époque, celle dite des compagnons violets. Donc on voit ici 3 images d'Agricole Perdiguier datant des années 1860, représentant donc des compagnons tailleurs de pierre. Celui qui est tout en haut est un compagnon passant qui porte ses couleurs au chapeau. Celui qui est en bas à droite est un compagnon étranger, il porte ses couleurs autour du cou. Et celui à gauche donc est un compagnon violet qui porte ses couleurs aux côtés. Donc, à défaut de faire explicitement mention de compagnonnage, l'iconographie de ce diplôme possède incontestablement une subtile saveur compagnonique. La question se pose de savoir s'il possède un modèle ou des sources identifiables. S'il est notoire que les tailleurs de pierre, pourtant rompus à l'exercice du dessin d'architecture, figurent parmi les compagnonnages qui, paradoxalement, ont le moins produit d'iconographie symbolique au cours du XIXe siècle, d'autres corps de métier n'ont pas été en reste en produisant force souvenirs du Tour de France, diplômes de fin de tour, etc. Alors, rien de tel chez les compagnons tailleurs de pierre des deux rites, au point que même les frontispices richement illustrés des rôles des compagnons passants datent quasiment tous du XVIIIe siècle et n'ont pas été renouvelés au cours du XIXe. Alors, nous voyons en ce moment le document à partir duquel j'avais construit ma communication il y a 2 ans, qui reste un document exceptionnel, donc qui est le frontispice du rôle des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon en date du 1er janvier 1782. Donc, pour ce qui est des compagnons étrangers, tailleurs de pierre, nous manquons cruellement de ressources documentaires et aucun de leurs rôles n'est connu et nous ne disposons quasiment pas d'iconographie. Le cas d'une tête de lettre ornée des compagnons passants tailleurs de pierre de Tours à l'attention des cordonniers qui se prétendaient compagnons en date du 28 octobre 1814 reste une exception. Si bien des détails mériteraient qu'on s'y attarde, notamment ce personnage qui émerge du sol comme d'une tombe et tend les mains vers le ciel, je me concentrerai ici sur la présence d'un détail significatif qui est absent de tous les blasons des autres villes-sièges du même rite à cette date, l'œil rayonnant au-dessus du compas et de l'équerre entrecroisés. Il semble que chaque ville-siège ait possédé un détail spécifique dans son blason afin de vérifier les dires des compagnons arrivants. Pour Tours, c'était manifestement cet œil divin. C'est donc un indice du fait que nos tailleurs de pierre mutualistes avaient probablement connaissance de l'emblème des compagnons passants tailleurs de pierre de Tours. Mais il existe aussi, sans que ce soit contradictoire avec cette source possible, un lien direct entre notre certificat de 10 ans de cotisation et le certificat d'honneur des compagnons menuisiers ou serruriers du devoir de liberté, les Gavots, donc c'était le nom qu'ils se donnaient, qui se réclament de Salomon. Donc, je vais projeter rapidement quelques photographies de ces certificats lithographiés
qui datent justement de cette période 1830-1840, qui sont eux aussi de grand format et où on va vraiment percevoir très nettement, déjà sur un plan strictement graphique, le lien. Là, du coup, c'est trop rapide. Ces documents sont pour partie gravés, pour partie manuscrites, et sur la dizaine d'années, donc des années 1830 à 1840, on voit que chaque principale ville du Tour de France de ce compagnonnage des menuisiers a eu à cœur de produire sa propre mouture. Alors, on retrouve donc notre ouverture centrale avec le texte du certificat et entouré de deux niches où se trouvent les statues de Minerve, la justice, et de Thémis, tandis qu'au fronton du temple, qui est bien évidemment celui de Salomon, rayonne l'œil divin, qu'il soit représenté seul ou au centre de l'équerre et du compas. Donc il existe des variantes où l'on trouve aussi donc, sur les rampants du fronton la renommée, avec sa célèbre trompette, et la gloire avec la palme et la couronne de laurier. Donc, ce sont là des éléments donc, qui sont présents. Voilà, ça va trop vite. Voilà. Qui sont présents, je le rappelle, sur notre certificat des tailleurs de pierre, sous la forme des deux génies ailés, portant et la trompette et la couronne de laurier. Je pense qu'il est inutile d'insister davantage sur la parenté extrêmement forte qu'il y a entre ces documents. Alors, autre élément à remarquer, c'est au même emplacement architectural, le symbole de la fraternité, représenté donc là par les deux mains unies et sur l'autre document, par les deux cœurs accolés. Alors, ce lien avec le certificat d'honneur des Gaveaux, qui se réclame de Salomon comme fondateur et du devoir de liberté, soulève la question de savoir si nos tailleurs de pierre tourangeaux n'auraient pas plutôt été influencés par les compagnons étrangers tailleurs de pierre, qui eux aussi se réclamaient de Salomon, tandis que les passants, eux, se réclamaient donc d'un fondateur dénommé Maître Jacques. Alors, je suis désolé, oui, j'ai zappé quelques images. Simplement, donc, oui, à propos de l'œil rayonnant, il est fréquent dans l'iconographie compagnonique, mais une cinquantaine d'années plus tard, dans l'iconographie des années 1880-1890, fortement influencé d'ailleurs par l'iconographie maçonnique. On a ici le tableau qui est intitulé « Le génie du compagnonnage faisant le tour du globe », qui emprunte donc beaucoup d'éléments à diverses gravures maçonniques des années 1840-1860. Et on se souviendra donc que cette influence maçonnique est de plus en plus perceptible au fur et à mesure qu'on avance dans le XIXe siècle, en introduisant donc des éléments symboliques qui sont absents des compagnonnages anciens, tels ici le cordeau au la d'amour sur les cèdres du Liban qui encadre le tableau. On a également ici un évangile compagnonique, donc qui est un petit peu une sorte de parent de cette morale de 1835, mais qui est quelque chose d'extrêmement verbeux et qui là donc provient d'un compagnon doleur. Les doleurs étaient ceux qui fabriquaient les douelles de tonneaux, et les doleurs ne doivent pas être confondus pour cette époque ancienne du compagnonnage avec les tonneliers. C'est un métier parent, mais c'était deux métiers différents. On retrouve donc là aussi l'œil divin rayonnant. Hop. Voilà. Donc notre Salomon tel qu'il est représenté par Agricole Perdiguier en 1862 et qui est donc le fondateur et des Gaveaux et des compagnons étrangers tailleurs de pierre.
Donc cette présence de l'œil divin sur le blason des compagnons passant de Tours, il faut aussi noter qu'elle peut très bien avoir été partagée avec les étrangers tailleurs de pierre, puisque les deux groupes possèdent une parenté dont nous ne sommes pas encore parvenus pour l'instant à établir l'exacte hiérarchie. Est-ce qu'il s'agit d'une scission ? Est-ce qu'il s'agit de deux mouvances cousines ? Ça reste pour l'instant difficile à affirmer. Simplement, depuis les années 1720, avec donc un mouvement qui devient très net à partir des années 1750, on voit qu'il existe dans ce corps de métier deux compagnonnages. Donc d'un côté ces passants, de l'autre côté les étrangers. Mais ce qu'il faut souligner, c'est l'importance donnée par les étrangers du début du XIXe siècle au cachet. C'est d'ailleurs la présence discrète d'un tampon représentant Salomon qui permet très souvent de distinguer parmi les anciennes couleurs fleuries quelles sont celles qui étaient la propriété des étrangers. De même pour les couleurs non fleuries, donc de leur scission, celle des violets que j'évoquais tout à l'heure, scission qui a eu lieu vers 1835 justement, et où on voit par exemple, on a ici sur l'image, ces cachets qui sont systématiquement le moyen de sanctifier en quelque sorte la couleur, c'est-à-dire de transformer ce qui n'est qu'un ruban du commerce en ruban compagnonique. On a ici une très belle clé de voûte datée de 1771 et qui vient de l'église de Marennes, en Charente, avec l'emblème des compagnons étrangers, où on retrouve des éléments qu'on serait tenté de considérer comme maçonniques et qui ne le sont pas. Je précise à nouveau donc que les deux lacs d'amour sont présents sur des emblèmes compagnoniques de tailleurs de pierre dès le début des années 1710 avec certitude. Donc bien avant qu'il y ait pu y avoir une influence maçonnique qui de toute façon n'a été qu'assez tardive à cet égard. Donc, la question se pose par rapport aux étrangers donc de la franc-maçonnerie, puisque parmi les très rares documents les concernant, nous avons par exemple cette lettre dont j'ai fait une étude dans les chroniques de l'IDERM et qui est un courrier à caractère maçonnique envoyé par un compagnon étranger tailleur de pierre à un autre compagnon étranger pour lui demander un certificat d'initiation maçonnique. Des années plus tard, après son tour de France, il a envie de participer aux travaux d'une loge maçonnique de Toulon, mais il ne se souvient plus ni à quelle date, ni dans quelle loge de Montpellier il a été initié, ce qui montre bien le peu d'importance qu'à l'époque, sur leur tour de France, les compagnons pouvaient donner à la franc-maçonnerie. Et donc il lui demande ça. Beaucoup de ses compagnons étrangers, dès le début du XIXe siècle, sont également francs-maçons. Ça soulève tout un tas de questions qui restent aujourd'hui sujettes à débat chez les historiens du sujet. Alors, je conclurai cette exploration donc, de ce diplôme et de cette hypothèse des étrangers en évoquant donc un livre et un personnage remarquable, donc Albert Bernet, qui, dans son livre intitulé « Joli cœur de Pouillastruc », publié en 1928 par des éditions qui dissimulent en fait ce qui deviendra donc les éditions traditionnelles, l'éditeur de Guénon notamment. Donc Albert Bernet reproduit un évangile compagnonique qu'il dit avoir été écrit vers le commencement du XVIIIe siècle pour les compagnons étrangers tailleurs de pierre. Il évoque de manière elliptique la tradition orale pour faire cette affirmation. Il prétend aussi que cet évangile était lu après la réception, lorsque le jeune homme, donc jeune homme c'est le nom que l'on donne aux aspirants, aux apprentis en quelque sorte, chez les compagnons étrangers, donc lorsque le jeune homme était reçu compagnon. S'il est exact que la plupart des réceptions compagnoniques comportaient et comporte toujours la lecture d'une règle pouvant présenter plus ou moins de prescriptions morales, voire spirituelles, il est toutefois difficile d'accorder une confiance aveugle aux propos d'Albert Bernet, personnage assez ambigu, venu sur le tard au compagnonnage après avoir été membre du Grand Orient de France et même conseiller de l'ordre. Son initiation en tant que compagnon étranger en 1923 se fait
dans un contexte compagnonique très particulier et personnage très vaniteux, il se discrédite rapidement vis-à-vis de ce milieu en se prétendant grand maître des étrangers et même grand architecte du compagnonnage tout entier, titre qui, bien évidemment, possède d'autant moins de réalité qu'il n'existe absolument pas. Son livre s'apparente davantage à un roman qu'à un essai rigoureux sur les compagnonnages et leur histoire. Au demeurant, cet évangile qu'il présente comme datant à l'origine du XVIIIe siècle est une vaste et au demeurant assez belle paraphrase du code maçonnique qu'il était bien placé, en tant que maçon du Grand Orient de France, pour connaître. On doit toutefois se poser sérieusement la question de savoir s'il n'aurait pas eu néanmoins accès à une source réellement compagnonique et plus ancienne, du même type que notre morale tourangelle de 1835, car l'emploi systématique du mot « Dieu » en lieu et place de grand architecte de l'univers, qui n'est pas employé une seule fois, est bien plus conforme aux habitudes des anciens compagnons qu'à celles des francs-maçons. S'il a beaucoup fantasmé à propos des compagnons étrangers tailleurs de pierre, il n'en demeure pas moins qu'il a connu les derniers et qu'il a pu avoir accès à quelques archives. Quelle que soit la part de vérité quant à une source ancienne, il n'en demeure pas moins par ailleurs que sa paraphrase, qu'il a rebaptisée Évangile compagnonique, porte nettement le sceau des années 1920 et de ses idées en matière de morale sociale et de philosophie compagnonique. Alors, nous voici parvenus au terme de cette exploration du certificat de la Société de l'Humanité des tailleurs de pierre de Tours. Qu'il s'agisse de décryptage ou bien, dans quelques cas, de prétextes pertinents à évoquer telle ou telle question, j'espère être parvenu à vous montrer combien les frontières peuvent être poreuses entre compagnonnage, mutualisme et franc-maçonnerie, et aussi combien il reste de travail à accomplir pour mieux documenter le vaste et complexe sujet des compagnonnages, mais aussi combien certains textes maçonniques restent à étudier plus en profondeur, telles ces célèbres maximes, donc qui, encore une fois, sont bien connues de tous les francs-maçons de tradition française, mais dont il serait bon de finalement parvenir à identifier l'auteur et la date de rédaction. Donc, je termine ici la première partie de ma conférence, et en fonction du temps qui me reste disponible, je vais tout de suite passer à une seconde partie. Je confie à Margaret le soin de me faire le cut. Thank you very much. I think we would have some questions now. There's microphones up here, or I think most people can project their voice to ask a question. This gentleman here. Merci pour la conférence sur les préceptes maçonniques, qu'on appelle préceptes en Belgique et qu'on appelle code maçonnique en France. Lorsque j'ai dépouillé pas mal de boîtes des archives de Moscou à Bruxelles, on remarque que les préceptes maçonniques sont d'un usage extrêmement courant au XIXe siècle en Belgique. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique c'est extrêmement courant. L'impression, alors, la question ne m'était pas posée quand j'ai dépouillé, donc je ne saurais pas, ma mémoire là me fait des défauts, ça fait quelques années, mais l'impression que j'ai, c'est que pour avoir imprimé de façon aussi précise une médaille, c'est que ça devait être utilisé à l'époque. Et si c'est utilisé à l'époque, ça veut dire que c'était utilisé, puisque là on est au début du Grand Orient de Belgique, c'était utilisé pendant la période hollandaise. Ce qui veut dire que les préceptes viennent peut-être de cet espace des Pays-Bas réunis de l'époque qui suit l'époque napoléonienne. Donc il faudrait quand même regarder chez les Hollandais également si ce genre, ces préceptes n'existent pas. Parce que la Belgique étant bilingue, il est clair qu'il existe des loges néerlandophones et que à cette époque, tout se traduisait d'une manière ou d'une autre extrêmement facile. Ça, c'est peut-être une première remarque sur laquelle je vais préciser. La deuxième remarque, c'est le beau cachet que vous avez montré, la pierre. Elle existe, de
de mémoire, je pense, absolument identique dans la chambre des compagnons de la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. Donc dans la tour, il y a une chambre avec des clés de voûte, et sous cette clé de voûte, c'est exactement l'image que vous avez vue. Donc ça vous a Ah, ajouté à merci, oui. l'ingénieur chargé de... Oui, avec la même inscription relative à Salomon? Non. C'est un équerre compas avec l'étoile au milieu. Avec l'étoile, oui. D'accord. Alors, merci, oui, pour la piste possible, oui, de la communauté néerlandophone, parce que j'ai exploré le plus largement possible, et je dois avouer que de manière générale, donc depuis 6 ans que j'ai lancé l'interrogation quant à l'origine de ces préceptes maçonniques, je suis très surpris de voir que, a priori, dans les publications, personne ne s'est vraiment intéressé à ça. Et j'ai eu toutes les peines du monde à trouver 2 ou 3 petites pistes qui toutes, finalement, donc, se bloquent aussitôt. Ces préceptes semblent n'avoir, à l'heure actuelle, aucune histoire documentée avant cette brutale apparition sur la médaille. Mais je partage tout à fait votre analyse, à savoir que ça traduit assez probablement un usage et que simplement, il faut arriver à remonter patiemment sur les antécédents. Ce qui est certain, c'est que de toutes les façons, ces antécédents ont été imprimés par ailleurs, puisque je vois difficilement comment mes tailleurs de pierre tourangeaux de 1830, on va dire, 30-35, ont pu avoir connaissance de ce texte d'une manière aussi précise. On a toujours tendance à beaucoup exagérer la tradition orale. Chez les compagnons tailleurs de pierre, des quantités d'éléments nous permettent d'affirmer qu'ils sont surtout ancrés sur une tradition écrite et qu'ils sont des lecteurs. Une dernière remarque. J'ai chez moi, vous avez montré tous les cachets secs. J'ai chez moi un document, je pense, premier tiers du 19e, avec un cachet de cire de compagnie. Oui, ça arrive aussi. Oui. C'est plus rare, mais on a également donc ce type de sceau en cire, sachant donc, ça rejoint une problématique générale, que notamment donc les compagnons tailleurs de pierre au XVIIIe siècle sont d'un niveau culturel et d'un niveau social bien plus élevé que ce qu'on a généralement eu tendance jusqu'à aujourd'hui à leur accorder. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, donc, je bascule tout de suite dans une version raccourcie sur le deuxième diaporama. Oui. Non. Non. Bon. Alors. Donc, laissons la place aux questions. Well, it's a fascinating and important topic to explain the interaction of compagnonnage and Franc-Maçonnerie. And I think your center and your research is making that possible. Now it doesn't work, it's hopeless. So I want to thank you very much for this presentation. Merci. Thank you. No, this is broken. La deuxième partie. Oui, deuxième part? Yeah, okay. OK. Yeah, okay. Voilà. Voilà, alors, donc sur cette deuxième partie que je vais raccourcir, Oui. voilà, je vais aborder donc quelques-unes des sources de la symbolique maçonnique primordiale, c'est-à-dire celles relatives au grade d'apprenti et de compagnon, et nous verrons qu'à partir du XVIe siècle, et même un petit peu avant, il existe justement une abondante iconographie qui, sans qu'on puisse la qualifier de maçonnique au sens strict du terme, emploie des éléments significatifs
que l'on retrouve dans la symbolique et le contenu des grades de métier. Alors, mon propos ne sera pas, au travers de ces exemples, de préciser l'origine historique organique, en quelque sorte, de la tradition spéculative, même si certains éléments peuvent contribuer à mieux la cerner, mais de simplement rappeler qu'au-delà, ou en deçà, si on préfère, de la question de la transmission de certains rites, donc ces rites que l'on juge constitutifs de l'ADN de la maçonnerie, il existe une dimension culturelle qui est, à mon sens, un peu négligée et peut, de ce fait, si on n'y prend pas garde, prêter à diverses confusions, tant sur le plan historique que sur le plan du cheminement initiatique. Car si dans la voie spéculative, tout n'est finalement que symbole, comme ne manquent pas de me le rappeler certains détracteurs en guise de pirouette coupant court à toute critique, il est tout de même pour le moins ennuyeux de s'appuyer sur des symboles dont la compréhension du sens premier nous échappe en réalité quasi totalement, voire sur des symboles qui sont faux. Donc une partie des éléments que je survolerai maintenant sont déjà familiers à ceux qui ont visité l'exposition La règle et le compas, dont j'ai été le commissaire au musée de la franc-maçonnerie à Paris en 2013. Donc dans le délai imparti à cette seconde partie, je ne reprendrai donc que quelques éléments très saillants, notamment donc ceux qui concernent la pierre cubique à pointe, un symbole d'origine française qui résulte des amours quelque peu incestueux entre la pierre cubique, un élément fondamental hérité des tailleurs de pierre, et des spéculations géométriques, mais pour grande partie opératives, ces spéculations, dont les spéculatifs n'ont pas tout à fait compris l'exacte nature et surtout la portée. Alors, la plupart des autres éléments résultent... Voilà, on voit ici quelques pages du catalogue. Donc, la plupart des autres éléments résultent des recherches que je poursuis depuis longtemps autour de ces sujets, et plus particulièrement autour des savoirs des compagnons tailleurs de pierre, donc sujet sur lequel j'avais donné il y a 2 ans une conférence, ici même. Voilà. Ce que l'on considère le passage de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative, selon tel ou tel point de vue de spécialistes, comme une lente transition, donc qui est une théorie à peu près abandonnée, comme le résultat d'un emprunt, qui est une théorie donc, qui convainc la majorité des historiens contemporains, donc emprunt dont les causes exactes restent hypothétiques, ou bien encore qu'on l'envisage selon toutes les modalités intermédiaires qu'il est permis d'imaginer, il n'en demeure pas moins que l'on doit se poser la question fondamentale de ce qui a bien pu amener des savants, des aristocrates, des bourgeois, et de manière générale des hommes qui n'étaient pas des artisans, à s'approprier des symboles et des rites de tailleurs de pierre pour en faire la base d'une démarche intellectuelle et spirituelle dont le succès ne se dément pas. Car si de tout temps et en tout lieu, l'acte de construire a été appréhendé comme étant par analogie un prolongement ou une commémoration de la création du monde, un geste porteur d'une sacralité dont les ouvriers étaient en quelque sorte les officiants, la transposition d'un tel mythe bâtisseur à la sphère purement spéculative semble difficilement, à mes yeux, pouvoir s'être opérée sans une connaissance intime du métier. Parce que sous l'apparente simplicité des références au métier de tailleur de pierre que contiennent les 2 premiers grades maçonniques, une analyse attentive montre en effet une schématisation qui n'a rien d'une simplification abusive, mais qui vise tout au contraire à une forme d'essentialisation que l'accomplissement des rites, telle une déambulation dans un palais de mémoire, permettrait de redéployer dans tous ces aspects complexes. Alors, évidemment, donc, on a comme support pour cette perception-là, donc ces tableaux de loge, ces premiers tableaux de loge, où l'on voit, donc comme celui qui est projeté ici, qui date de 1745, on voit un nombre assez restreint d'éléments, et on sait très bien donc qu'aujourd'hui, la déambulation autour de ce tableau de loge fonctionne effectivement comme cette idée même de l'ars memorandi, donc il y a des lieux qui sont activés par leur connexion avec des images agentes,
donc qui sont par exemple les outils du tailleur de pierre. Donc cet ensemble de documents fait référence tout à la fois au métier de tailleur de pierre et, au-delà de ce métier de tailleur de pierre, à l'architecture. Alors, le symbole le plus primordial est évidemment celui du couple pierre brute, pierre cubique. Donc, on est là à la fois en référence au métier du tailleur de pierre et aussi donc à tout ce qui est relatif à la géométrie dans sa dimension qu'on appelle la stéréotomie, la coupe des pierres, donc une utilisation extrêmement poussée du savoir géométrique chez les tailleurs de pierre. On voit ici une gravure donc, de 1643 qui provient du traité sur la coupe des pierres donc, d'Abraham Boss à partir des théories de Giraud des Argues. Et on voit très bien qu'avant même de travailler la pierre à l'aide du maillet et du ciseau, ainsi que du marteau taillant, cette fameuse hache que l'on retrouve sur certains tableaux de loge en tant que symbole justement incompris, eh bien, la première opération du tailleur de pierre, ça consiste à tracer. Donc il y a un élément qui est extrêmement important dans tous ces tableaux de loge anciens, c'est le symbole de la planche à tracer des maîtres, mais qui, dans le contexte opératif, figure vraiment parmi les savoirs que l'apprenti doit tout aussitôt s'efforcer de comprendre. Alors, on a ici, toujours donc dans un ouvrage publié également dans cette même année richissime de 1643, qui est donc le traité sur l'architecture des voûtes du révérend père Durand, on a ici la représentation donc de tailleurs de pierre. On est très loin des clichés qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup d'ouvrages maçonniques. Je songe notamment à cette image véhiculée abondamment dans les ouvrages d'Oswald Wirth, où l'on voit un jeune tailleur de pierre pensif devant un caillou relativement informe. Non, nos tailleurs de pierre du XVIIe siècle, nos tailleurs de pierre d'antan, étaient, donc, comme je l'ai déjà signalé, des artisans appartenant à une certaine élite sociale. On voit ici qu'ils sont bien habillés et qu'ils sont non pas en train de taper dans le caillou, ils sont d'abord en train de discuter autour d'une épure. Toujours du même traité, toujours de 1643, on voit aussi que sur la base de cette épure, avant de taper dans le caillou, ils expérimentent, ils établissent des maquettes, ce que l'on va retrouver donc plus tardivement sous l'étiquette de chef-d'œuvre, mais que l'on retrouve aussi sur les tableaux de loge du XVIIIe siècle. Quand on voit ce petit édicule que nous, maçons, nous interprétons comme étant une figuration de la chambre du milieu, du point de vue d'un opératif, c'est tout simplement la représentation d'une maquette. Alors, cet intérêt pour la géométrie, pour les connaissances extrêmement sophistiquées donc en matière de géométrie des tailleurs de pierre, ça explique un petit peu mieux pourquoi, dès la fin du XVe siècle, il y a, par exemple, chez un Luca Pacioli, donc quand il publie de la Divine Proportion, et également donc, chez un Albrecht Dürer en Allemagne au tout début du XVIe siècle, il y a une attention extrêmement importante qui est portée au savoir de ces tailleurs de pierre. Donc, au-delà du problème de la naissance britannique de cette maçonnerie spéculative, il faut bien prendre conscience que dans toute l'Europe occidentale, les savants du moment, les demi-savants, c'est-à-dire aussi tous ces architectes qui souvent, finalement, ne sont jamais que des tailleurs de pierre qui ont réussi dans leur métier, tout ce monde-là s'intéresse fondamentalement à, d'une part, les connaissances géométriques des tailleurs de pierre et, au-delà de ça, à la connaissance donc, de l'architecture, en tant que aussi représentation du monde et des espaces de mémoire. Alors, ce niveau intellectuel des bâtisseurs de cathédrales, il est en fait attesté de longue date. Ainsi, donc, dans le fameux carnet de Villard de Honnecourt, donc, qui a été actif entre 1225 et 1250, il y a une curiosité dont témoignent des quantités de dessins. Et on voit aussi, par exemple, ce dessin sur la gauche qui figure 4 sculpteurs qui se taillent eux-mêmes les pieds, et ce qui démontre
que l'idée éminemment spéculative, selon laquelle, travaillant la pierre, le maçon travaille également sur lui-même, était déjà parfaitement connue des maçons opératifs. Alors, il faut en fait attendre le premier tome de l'architecture de Philibert Delorme en 1567, donc, qui est le premier théoricien de l'architecture classique à la française, et dont il faut rappeler que ce Philibert Delorme, ce premier théoricien, est un tailleur de pierre formé sur les chantiers lyonnais de son père, donc maître maçon. Donc il faut attendre ce premier tome pour percevoir combien est vivace dans la profession, aussi bien chez les architectes que chez les simples, je mettrai des guillemets, tailleurs de pierre, l'idéal vitruvien de l'architecte qui est savant en toutes choses. Donc Philibert Delorme s'intéresse aussi à la dimension spéculative, prolongeant le passage de son texte qui est consacré au tracé géométrique du trait carré, c'est-à-dire l'abaissement d'une perpendiculaire. Ces digressions à propos de la croix du Christ accueillent des citations de Marcille Ficin et des anciens sages d'Égypte. Et c'est également Philibert Delorme qui évoque Dieu, le grand architecte de l'univers, s'appropriant avec cette expression très maçonnique un thème iconographique médiéval bien connu où Dieu est figuré sous les traits d'un architecte muni du grand compas d'appareilleurs, créant le monde selon le nombre, le poids et la mesure. Donc, on a ici une image du XIIIe siècle, donc Bible de Tolède, et très intéressante parce que très peu connue. Voici un détail d'une miniature de Jean Fouquet qui apparaît donc dans un manuscrit qui est donc j'ai un petit trou de mémoire, un manuscrit donc qui est souvent reproduit pour une autre de ces figures, celle où l'on voit les tailleurs de pierre travailler à l'édification du temple de Salomon, figuré donc sous les traits d'une église gothique. Et simplement, beaucoup de gens ne sont pas allés voir les autres figures de ce manuscrit, donc, qui est les Antiquités judaïques. Et on voit ici donc, la création du monde, un détail de la création du monde, où le grand architecte tient le compas en main, mais détail très intéressant, il est entouré de 4 anges qui lui présentent des outils de maçon. Le niveau, celui qui est en bas à gauche, tient un instrument qui sert à remuer le mortier, et on a donc sur la droite l'équerre et le maillet. Donc si les multiples éditions de Vitruve nourrissent l'intérêt pour l'architecture savante et trouvent un écho dans les traités de Palladio et de Serlio, ce sont les règles pour les 5 ordres d'architecture qui sont publiées, elles, en 1562 par l'architecte italien Giacomo Barozzi da Vignola, dit Vignole, qui vont le plus contribuer à la popularisation de l'architecture classique en France. La publication en 1632 à Paris d'une édition au format de poche, suivie de nombreuses rééditions à ce format en France et aux Pays-Bas, va permettre aux compagnons itinérants de le diffuser très largement. Alors, on a ici un détail donc, de la dernière édition in folio donnée à Paris vers 1630, où l'on trouve un très beau trophée d'outils, donc quelque chose qui va devenir une caractéristique de l'emblématique à la fois compagnonique et maçonnique. Alors, Vignole va être traduit et publié par John Leake à Londres en 1669 sous le titre donc de The Regular Architect. Et on voit un détail qui est tout à fait intéressant, c'est que l'ouvrage donc, qui est dit publié pour l'usage et le bénéfice donc, d'un certain nombre de professions, ça commence par Free Masons, et Free est imprimé dans un caractère différent. Donc il y a vraiment la mise en évidence dans un contexte qui est celui du métier, puisque c'est suivi des charpentiers et d'un certain nombre d'autres métiers. On a la mise en évidence donc d'une franc-maçonnerie qui est encore opérative. Voilà. J'accélère toujours. Donc, quoi qu'il en soit de la période médiévale, donc, et tout de suite post-médiévale, où il reste très difficile de faire le tri entre ce qui relève de la légende et ce qui relève de l'histoire, l'architecture au XVIe, XVIIe siècle
devient par excellence un art royal. Alors, sous le règne de Louis XIV en France, elle se développe dans un contexte où science et hermétisme restent encore étroitement liés, ainsi que l'illustre par exemple donc ce très beau portrait de Colbert, donc maître des bâtiments du roi entre autres, gravé par Robert de Nanteuil en 1668, et on voit que l'emblématique est omniprésente dans cette représentation du roi bâtisseur et de son ministre fidèle. On retrouve ici, par exemple, le coq et le sablier, on retrouve le chien, symbole de la fidélité, posé sur le coffre fermé, qui est en l'occurrence le symbole de la finance, et on voit, par exemple, à droite, des Putti, tailleurs de pierre, en train d'œuvrer à la réalisation d'une pierre parfaitement cubique. Donc, toute cette époque est marquée donc, par l'utilisation de symboles du métier pour signifier davantage que le métier, mais très souvent, on est encore quand même un pied dans le métier. On a ici un détail, voilà, d'une gravure donc, de 1643, d'un traité donc, sur la coupe des pierres, où l'on voit un obélisque surmonté de la couronne royale, donc on est bien dans un art royal, et revêtu sur ses faces des outils du maçon, avec à sa base compas, règles et équerres entrecroisés. Voilà, le détail sur cette autre miniature de Fouquet représentant la construction du temple de Salomon, voilà, donc, ce qui est aussi une version de cet art royal, dans toute l'iconographie de l'époque, largement popularisée et diffusée par les gravures, on retrouve le thème des rois bâtisseurs de l'Antiquité avec leurs fidèles tailleurs de pierre. La très célèbre équerre du pont de Limerick, donc datée de 1507, où l'on voit donc que l'idée chez les bâtisseurs d'un sens moral de leurs outils est déjà bien présente. On retrouve ça dans les marques d'imprimeurs, la très célèbre marque de Plantin avec le compas. On le retrouve par exemple dans ce très bel emblème du début du XVIIe siècle représentant la sagesse qui bâtit sa demeure, avec à nouveau le compas, la règle et l'équerre. Et ici, donc, cette magnifique gravure, très peu connue, qui date de 1560 et qui est hollandaise, et où l'on voit la voie de la vertu, la voie du juste milieu, qui est symbolisée par les outils du maçon, des outils donc, qui représentent le nombre, le poids et la mesure. Donc on voit que très tôt, cette idée que le métier de maçon, le métier de tailleur de pierre, possède un sens moral est omniprésent. On a ici toujours, donc, dans ces gravures hollandaises de la fin du XVIe siècle, qui vont être énormément copiées ensuite en France et diffusées également donc, en Allemagne et en Angleterre. On voit ici le tailleur de pierre dont le travail est opposé à la scène du fond qui représente la volupté. Donc encore une fois, justement, taillant la pierre, le maçon travaille sur lui-même. Toujours de la même époque, on voit là aussi donc, la sagesse qui est assimilée ici à l'âge de 40 ans, et qui est l'âge où l'on construit sa demeure. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des interférences sans cesse entre de nombreux thèmes symboliques qui ont tous en commun au centre donc, la géométrie et la maçonnerie. Toujours au titre des emblèmes, avec un emprunt maçonnique direct. Ici, donc, dans ce recueil d'emblèmes des bâtiments du roi, donc pour Louis XIV, je suis en train de chercher, j'ai un trou de mémoire, je cherche la date. Voilà, donc c'est un recueil qui date de 1670, et on a deux très belles figures, l'une à la suite de l'autre. D'une part, celle-ci avec l'équerre posée sur le mur et la devise Dirigit Obliqua, que l'on retrouve donc telle qu'elle dans le régime écossais rectifié. Voilà. Et ce second emblème
voilà, où l'on voit les outils du maçon et tailleur de pierre, à nouveau avec l'équerre posée sur la pierre, et cette devise « Miratur natura silens » admire le silence de la nature. Alors évidemment, on est très tenté d'y lire une allusion directe au fait que durant la construction du temple de Salomon, on n'entendit sur le chantier aucun bruit causé par aucun outil de métal. Alors, cette emblématique se poursuit, se décline sur des quantités de supports. On a ici, donc, je l'ai utilisé pour la diapositive de titre, un jeton de l'administration des bâtiments du roi. Plusieurs de ces jetons présentent une emblématique extrêmement sophistiquée et précisément leur fonction de jetons de paiement provisoire, de paiement intermédiaire, fait que toute cette emblématique était parfaitement connue des artisans travaillant sur ces chantiers. Donc on ne peut pas faire ce cloisonnement total entre opératif et spéculatif. Les opératifs de ces époques-là avaient des connaissances spéculatives poussées à cause donc, de leurs connaissances techniques d'une part, mais connaissaient également bien la lecture morale, la lecture éventuellement même ésotérique d'un certain nombre de leurs outils. Alors, on a ici un autre témoignage qui est évidemment donc toujours dans la foulée de cette utilisation de l'emblématique géométrique, la perspective alchimique avec ce très bel emblème donc, de Michael Mayer dans l'Atalanta Fugiens de 1618, ou extrêmement connue également donc cette figure du rébis qui date également du début du XVIIe siècle, et où on retrouve une nouvelle fois les instruments de la géométrie comme étant au cœur des choses. Je me tourne vers Margaret pour le timing. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ? Quelques minutes. Autre facteur de pénétration extrêmement important donc, de cette iconographie symbolique autour de la géométrie et de la maçonnerie, ce sont tous les frontispices de livres, avec une diffusion, là encore une fois, européenne, soit parce que les ouvrages franchissent aisément les frontières, soit parce qu'on a des cas où ce sont les auteurs qui se baladent tranquillement en Europe. Et on a ici un très bel exemple qui est celui de Salomon de Caux, donc un ingénieur architecte d'origine française, protestante, qui va naviguer entre le Palatinat, la France, l'Angleterre, et on a ici donc le frontispice de son traité de perspective et de son traité sur les forces mouvantes, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'utilisation de la vapeur pour animer des automates ou des courants d'eau, des fluides, donc pour faire des animations. On voit que c'est le même frontispice qui a servi, avec donc d'une part des poutis qui tiennent des trophées d'outils de tailleurs de pierre, de maçons et de sculpteurs, et qui réfléchissent la lumière, voilà, à l'aide d'un miroir, donc du speculum, voilà, sur la géométrie en bas, qui est rendue par les 5 corps platoniciens et Minerve et Mercure. Et la première édition, donc l'ouvrage de gauche, la perspective, est publié en français en 1611 à Londres. Donc on voit très bien ces mouvements permanents donc, qui existent entre les différents pays d'Europe, et je pense qu'il convient vraiment aujourd'hui de rechercher les origines de toute cette emblématique maçonnique et compagnonique dans certains cas, dans toute cette circulation qu'il y a eu en Europe au XVIe et XVIIe siècle autour donc des théories de l'architecture, de la perspective, discipline un petit peu négligée, et de la géométrie. Alors, je vais arrêter sur cette image parce que sinon j'en ai encore au moins 50 derrière. Mais parmi les points qui ressortent de manière intéressante sur tout ça, il y a le fait que cette fameuse pierre cubique, qu'elle soit tout simplement cubique ou dans le domaine français qu'elle devienne la
cubique à pointe, elle résulte de l'agglomération, de la superposition de plusieurs angles de vue sur le même symbole. On a d'une part effectivement cette pierre brute qui devient une pierre cubique et qui va donc permettre de produire un édifice. On a aussi donc tout simplement, on le voit bien ici, le cube en tant que l'un des volumes, l'un des corps platoniciens. Et on a aussi donc dans la version spéculative française de cette pierre cubique à pointe qui n'a aucun sens, qui est en fait un schéma géométrique lié à la perspective et à la géométrie, on a des éléments qui vont glisser, qui vont s'agglomérer sur 2 siècles et qui vont finir par être totalement incompris. Je vais quand même aller jusqu'à la figure de cette pierre cubique à pointe, à son origine réelle. Vous allez échapper à ça. Voilà. Donc un très beau document de 1551 où l'on voit donc que la géométrie et l'astronomie sont au cœur de spéculations théoriques. Voilà. Voilà donc l'origine même, le schéma qui va donner dans le domaine français cette pierre cubique à pointe, sauf qu'il ne s'agit absolument pas du tout à l'origine d'une pierre, ni même d'un volume, d'un volume plein. C'est un schéma qui figure la manière universelle d'appliquer la perspective donc, dans la pensée de Giraud Desargues, donc un mathématicien et probablement donc architecte français lyonnais du début du XVIIe siècle, donc qui publie cette figure pour la première fois en 1636. Elle est gravée par Abraham Bosse, donc un graveur tourangeau. Décidément, Tours est aujourd'hui au centre de nos recherches. Et donc, ça sera repris en 1648 dans ce premier traité sur la perspective. Et en fait, c'est la manière, sous une forme très synthétique, de pratiquer la perspective sans employer aucun tiers-point, donc aucun point qui soit en dehors du champ de l'ouvrage. C'est extrêmement technique. Voici ce que dit Desargues concernant ce que représente ce volume. Le sujet, en cet exemple, est une cage bâtie simplement de lignes, carrée et d'égale grosseur jusqu'à un certain endroit, depuis lequel elle aboutit en pointe massive, à la manière d'un bâtiment couvert en pavillon, assis en rase campagne, élevé sur terre à plomb jusqu'au toit, creusé dans l'œuvre plus bas que le niveau du terrain d'alentour, avec les mesures de quelques lignes debout et penchantes en divers endroits. Or, et dans cette cage dentaire, sur terre et suspendue hors terre, chacune parallèle au tableau qui pend à plomb. On voit très bien donc qu'il ne s'agit pas d'un volume réel, opaque, massif, mais d'un volume virtuel, d'un exemple dont les faces sont transparentes. Et notons aussi au passage, à titre de clin d'œil au maître maçon, que cet espace virtuel est bâti sur une excavation. Donc je ferai l'hypothèse que parmi les premiers spéculatifs français, il s'en est trouvé qui connaissaient, ne serait-ce que pour les avoir lus dans les bibliothèques de l'époque, les œuvres de Bosse et Desargues, œuvres donc qui sont d'une importance considérable au regard des connaissances géométriques des bâtisseurs, puisque c'est sur elles que Gaspard Monge fondera, sous la Révolution, la théorie de la géométrie descriptive. Et je fais l'hypothèse donc que ce schéma mnémotechnique aura été juxtaposé, puis superposé à ce symbole de la pierre cubique, sans pointe, tel qu'il est d'usage dans tout le monde anglo-saxon, mais avec un marteau taillant à proximité, jusqu'à se confondre totalement avec. Et donc, j'insiste sur cette importance qu'il y a à rechercher dans la littérature technique et dans tout ce qui est littérature architecturale, l'origine réelle des symboles maçonniques. Voilà, je vous remercie. Now, we have time for a question or two. The microphone is here. These, but you can also shout. Talk loudly. This gentleman. Oui, la question, donc,
Raoul Vergès qui parlait des hauts rangs en compagnonnage et qui voulait réactiver après-guerre. Il n'y est jamais arrivé. Donc, et si on pense aux ouvriers au Moyen-Âge et avant, c'était forcément des roturiers, puisque les nobles ne pouvaient pas travailler. Et le temps romain non plus. Quelque part, ce n'était pas eux qui étaient des ouvriers. Donc tous les architectes étaient forcément à quelque part des roturiers. Et grâce à être dans la maîtrise du geste, ils pouvaient se libérer, devenir des hommes libres, égaux, en tant qu'architectes, aux évêques et aux rois. D'où, à quelque part, toute une symbolique psychologique extraordinaire de l'homme, à quelque part, qui était un serviteur et qui était que le serf dans la vie courante, pouvant, grâce au geste, devenir un homme complètement libre et pouvant aller vers sa propre dignité, aller vers Dieu. Donc le compagnonnage, à quelque part, jusqu'à vers le XVIIIe siècle, comportait cette libération de tout homme qui sortait du rang et qui était attiré vers cette liberté. Et donc l'architecte était certainement, comme il n'y avait pas d'université, était forcément, comme du temps de Vitruve, quelqu'un, un ouvrier qui sortait du rang et qui, à quelque part, à travers sa maîtrise des gestes, pas seulement de la pierre, mais du bois et de toute la connaissance des matériaux, quand on lit Vitruve, on se rend compte à quel point c'est immense, parce qu'après, il doit après prendre conscience de cette harmonie de l'univers et faire que son œuvre rentre dans cette harmonie. Donc c'est un travail énorme qui est une opérativité absolue et qui demande une conscience et qui permet de libérer l'homme à travers, je veux dire, un but qui n'est pas utilitaire, mais véritablement aller vers Dieu. Et cette aspiration se retrouve profondément dans les écrits des architectes très anciens. Et c'est comme si la franc-maçonnerie s'était approprié cela pour, à quelque part, reprendre le pouvoir que les ouvriers allaient prendre. C'est un peu un raccourci, mais Oui. la spéculation, s'enlevant complètement de la responsabilité dans la matière, était discutable. Sur les grandes lignes, je partage à peu près votre avis. Je serais plus prudent sur la dernière affirmation, puisque je ne pense pas que la franc-maçonnerie ait eu quelque plan que ce soit concernant le monde ouvrier. Simplement, l'évolution des mœurs, l'évolution donc des métiers, l'évolution de l'économie, tout simplement, des métiers, a fait que, et puis l'évolution aussi de l'enseignement de l'architecture, a fait que petit à petit, les artisans se sont trouvés dépossédés de la transmission d'une partie de ce savoir plus intellectuel et que, ma foi d'ailleurs, dans le compagnonnage, aujourd'hui même, je croise assez souvent des compagnons qui sont très fiers de n'être surtout pas des intellectuels. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est tant la maçonnerie qui a pris aux ouvriers une part de spéculatif que les opératifs qui ont abandonné, quelquefois avec délectation, la dimension spéculative. Le problème reste de toutes les façons que pour ce qui est par exemple du domaine des compagnonnages français, nous disposons de trop peu de sources écrites pour pouvoir parfaitement analyser ce que pensaient les compagnons tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers, etc., de telle ou telle époque. C'est tout récemment que nous sommes en train, et je pense notamment donc à mon ami Laurent Bastard du Musée du Compagnonnage de Tours, de constituer un ensemble de travaux documentés, sourcés, sur ce qui est la pensée, les connaissances, les savoir-faire et les connaissances théoriques réelles des ouvriers compagnons ou non compagnons, parce que là aussi il faut sortir un petit peu de cette idée selon laquelle il n'y aurait que le compagnonnage qui soit en quelque sorte intéressant et pas le reste. Enfin donc, les connaissances de ces ouvriers à telle et telle époque et dans tel ou tel contexte. Pour ce qui est des compagnonnages français de tailleurs de pierre, on voit très bien que jusqu'au début bien entamé du XIXe siècle, beaucoup de ces tailleurs de pierre deviennent ingénieurs, deviennent architectes très naturellement,
il n'y a pas de hiatus. C'est dans le courant du XIXe siècle que la multiplication des formations, donc des écoles d'architectes, des écoles d'ingénieurs, va faire que peu à peu, il y aura de moins en moins d'ouvriers qui vont se tourner vers cette spécialisation. Et donc, il va y avoir une prolétarisation dont les compagnons seront d'ailleurs dans un premier temps conscients, une prolétarisation du métier, mais c'est l'ensemble de la société qui évolue. Il n'y a pas de plan particulier. Voilà. Et on a beaucoup fantasmé, et ce cher Raoul Vergès n'en est pas le moins coupable, on a beaucoup fantasmé sur les connaissances des bâtisseurs du Moyen-Âge. On est dans le domaine souvent du romantisme, mais certainement pas de l'histoire, puisque nous n'avons que très peu de sources en dehors de Villard de Honnecourt, et Villard de Honnecourt ne nous traduit pas spécialement ses états d'âme. Il nous renseigne sur un certain nombre de ses savoirs techniques, mais on n'a pas beaucoup d'autres éléments. On a, en fait, par exemple, en carnet d'architecte, nous n'avons ensuite que le carnet de Jean Chéreau, donc un tailleur de pierre originaire de Joigny, dans le Lyon, à l'extrême fin du XVIe siècle, et qui nous permet de faire le point des connaissances et de l'évolution des connaissances de ces ouvriers. The time has come where we must stop. I'm sure you can continue this conversation. I'm immensely impressed, and I want to read more. I want you to send me some of your pieces so that I can read and think about Okay. it. Thank you very much, and thank you, Thank you. Jean-Michel. Merci. That was very interesting.